merci à tous d'être là. C'est vraiment un plaisir. Donc avec Maria, on va essayer de vous faire un peu visiter une des interfaces des neurosciences, celle qui voit justement la robotique et les sciences du cerveau travailler de concert. Je vais commencer la présentation, après Maria prendra la parole. On va essayer d'alterner un petit peu, mais on va commencer par se poser la question, et ben, ma foi, de pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y aurait une interface entre robotique et neurosciences. Après tout, quel lien entre... alors, est-ce que ça va marcher? Quel lien entre... Ça ne marche pas. Attendez. On va, on va essayer d'avoir une maîtrise technique absolue de ce PowerPoint avant d'avancer davantage. Alors là, ça m'a l'air mieux. Et ça bouge, et c'est incroyable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme lien entre, d'un côté, la compréhension du cerveau, qui est cet organe un petit peu mou, comme ça, caché dans notre boîte crânienne, un peu partout dans notre corps, et de l'autre côté, la conception de robots. À ma foi, c'est pas si évident. En fait, il s'avère que ces deux disciplines ont beaucoup en commun. Elles ont beaucoup en commun à beaucoup de niveaux. Ils ont beaucoup en commun quand on regarde des applications assez immédiates, qui sont d'ailleurs assez à la mode en ce moment, et dont on va parler, les prothèses contrôlées par le cerveau, des applications médicales autour voilà, de cette neuroprosthétique. Puis en fait, il se trouve que les neurosciences, puis en général la biologie, c'est une grosse inspiration pour la robotique, ça aussi on va voir un petit peu. Puis en fait, plus fondamentalement, et là je crois que Maria, tu vas l'évoquer cet aspect-là, eh bien, les concepts qui sont derrière, ils sont très proches parce que sans doute, quand on s'affronte au monde extérieur, quand on est un être vivant ou une machine, eh bien, on doit se poser un petit peu les mêmes questions, répondre aux mêmes problèmes si on veut survivre dans le dur monde qui nous entoure. Et donc, voilà, les questions des roboticiens et des neuroscientifiques sont finalement pas si lointaines. Alors, pour commencer ce petit voyage, on va commencer justement par aller se mettre vraiment à l'interface, essayer de voir un petit peu quels sont les moyens qu'on a de créer un lien direct entre un cerveau et une machine. Et ça, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. Alors, peut-être que l'interface cerveau-machine la plus évidente, c'est le système musculaire, nos membres. Et donc, récemment, enfin depuis très longtemps, à vrai dire, mais de plus en plus récemment, il y a eu de développement de dispositifs pour lire une intention, un mouvement à partir de l'activité des muscles. Donc on va mettre un petit bandeau. Je vais essayer de le pointer quelque part. Il y a mon pointeur quelque part. C'est pas évident non plus, hein. Donc là, vous avez, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à une montre connectée, et qui va être chargée en capteurs électriques qui vont percevoir la tension des muscles, parce que à chaque fois qu'un muscle se tend, eh ben, il va y avoir un champ électrique qui est associé. Parce que voilà, parce que c'est le mécanisme profond du fonctionnement des muscles qui est là. Et avec voilà, les dispositifs d'apprentissage profond qu'on a de nos jours, on va pouvoir transformer cette lecture de la tension musculaire en une inférence des mouvements de la main, par exemple, dans ce cas-là, et on va pouvoir faire voilà, de, du clavier virtuel. Alors c'est très joli. Petite critique malgré tout, ça marche surtout quand on a un corps qui fonctionne bien et qu'on peut déjà taper du clavier sans avoir besoin de toutes ces technologies. Donc en fait, ça a des applications, ça pourrait avoir des applications par exemple chez des gens qui sont amputés et qui possèdent encore des muscles dans leur moignon. C'est en fait c'est l'application principale, on va dire, en médecine, mais ça a des vraies limites parce que voilà, plus le corps est abîmé, moins ça peut fonctionner. Si on veut maintenant s'intéresser au cerveau et vraiment se connecter à l'activité cérébrale elle-même et pas juste aux muscles, eh bien, la première vague de mesures qu'on peut faire, c'est en s'approchant un peu, mais pas trop, c'est-à-dire sans creuser, on va pouvoir quand même déjà enregistrer l'activité cérébrale à l'aide de ce qu'on appelle des casques EEG, électroencéphalographes. Ce sont voilà, des sons, des petits voltmètres qui vont suivre l'activité électrique, non pas dans le cerveau, mais sur le crâne, en fait, sur le scalp, sur les cheveux. C'est peut-être potentiellement assez loin, plusieurs millimètres du cerveau, presque un centimètre. Et on obtient des signaux
on obtient des signaux voilà, c'est les différentes électrodes qui sont posées sur le crâne, on voit différents signaux. Ça contient l'information. Alors, petit problème, dès que la personne avec ce fameux casque G va bouger, va vouloir mâcher, va vouloir regarder quelque chose avec ses yeux, ça va créer des artefacts très très importants qui rendent l'utilisation de ce genre de casque limitée à des besoins quand même très mineurs et certainement pas capable de soutenir le flux d'informations, par exemple pour contrôler une prothèse. Alors, on fait des très gros efforts pour avancer dans cette direction. Donc récemment, il y a, notamment en France, à Clinatech, on a développé sur le même concept une sorte de G, mais cette fois-ci en se rapprochant du cerveau. Et en fait, quand on s'approche beaucoup du cerveau, il y a des obstacles, notamment la boîte crânienne. Et donc la solution, qui est souvent très pertinente quand on est un patient qui a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui, eh ben on va pouvoir peut-être faire une craniotomie, c'est-à-dire enlever le crâne à un endroit, mettre ses électrodes au plus près du cerveau. Et dans ce cas-là, on obtient un système de mesure qui est beaucoup moins sensible au bruit, qui est beaucoup plus robuste et très satisfaisant. Mais parfois, cet accès qui peut être là chronique, hein, très chronique, on peut avoir un implant comme ça pendant des années potentiellement. Ça a d'ailleurs été validé récemment, toujours par les équipes de Clinatech. On pouvait vraiment avoir ces implants de façon pratiquement permanente. Parfois, c'est pas suffisant parce qu'on voudrait avoir l'accès directement aux neurones, à l'activité des neurones et à ce qu'ils peuvent nous dire individuellement. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de creuser encore, cette fois-ci, de rentrer dans le cerveau. Donc là, on voit un cerveau, voilà, c'est un rat, mais voilà, chez les humains, ça a été déjà beaucoup fait par différentes entreprises, donc notamment la malheureusement célèbre, peut-être on peut appeler ça comme ça maintenant, Neuralink, qui implante maintenant chez les patients ces peignes d'électrodes. Ce sont des toutes petites électrodes qui font quelques dizaines de microns de large et qui vont rentrer dans le tissu cérébral. Et vous voyez là, on voit une sorte de schéma de ce que ça donne. Ça descend dans le cerveau et là, il y a des neurones en vert là, qui se situent, qui sont assis gentiment après avoir failli être transpercés par cet énorme machin. Ils se trouvent quand même avoir survécu et maintenant, quand leur activité a lieu, et ben, quand leur activité électrique se déclenche, puisque c'est comme ça que fonctionnent les neurones, et ben, elle peut être captée par ce grand ruban de circuit électrique, ce grand ruban qui fait quelques 20 microns de large, voilà, comme je vous disais. Mais donc ce dispositif-là, il permet d'enregistrer des neurones individuels, leur activité, avec ce petit problème que, comme on a ouvert le cerveau, on a mis dedans toutes ces sortes d'aiguilles, ben, on l'a agressé, et donc c'est pas très stable. C'est pas très stable tout ça, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, vous voyez, ces courbes qui descendent sont d'une grande tristesse, puisqu'on voit tous ces neurones qui progressivement cessent d'émettre, cessent de fonctionner. On a sans doute fait des dégâts dans le cerveau à ce moment-là. Et ça, c'est un des énormes défis des interfaces cerveau-machine, c'est de trouver une façon d'enregistrer des neurones individuels sans les tuer au bout de quelques mois. Donc voilà. Et donc c'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles on ne devrait pas trop imaginer que Elon Musk nous connectera tous à un cyborg central dans 10 ans. Voilà. Euh, alors, tout ça c'est très bien d'enregistrer l'activité d'un cerveau parce que ça peut, parfois il veut pouvoir nous dire des choses et il est un peu enfermé dans sa boîte crânienne, mais on veut aussi pouvoir lui parler parfois. Par exemple, si on veut fournir des informations sensorielles à une personne qui a perdu ses dispositifs sensoriels, ses yeux, etc., et ben on va pouvoir lui envoyer cette information. Et dans ce cas-là, l'interface cerveau-machine, on veut qu'elle soit bidirectionnelle et on veut réussir à stimuler le cerveau pour fournir des informations. Alors pour ça, il y a une méthode très classique qui est la stimulation électrique. Donc on va utiliser des peignes d'électrodes de nouveau, comme vous voyez ici. Ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré juste avant. Cette fois-ci, bon, c'est une matrice carrément d'électrodes qu'on va insérer dans le cerveau à l'aide d'un pistolet pneumatique, si vous voulez tout savoir. C'est un petit peu sérieux. Mais c'est chez les humains, donc c'est une méthode approuvée. Et ce peigne d'électrode, on va pouvoir l'utiliser pour envoyer des impulsions électriques qui vont activer les neurones, qui vont les exciter. Et donc, ça va être un message pour eux, ça va être de l'information. Et ça va pouvoir servir, par exemple, actuellement, dans un laboratoire en Espagne, pas très loin d'Alicante, il y a un chercheur qui redonne la vue, de façon très partielle, mais qui redonne la vue à des patients en stimulant leur cortex visuel avec des électrodes comme celle-là, en connectant ces électrodes à travers des algorithmes très complexes à des caméras.
Alors, c'est très bien, encore une fois, mais il y a toujours des oui mais dans cette discipline. Et le oui mais là, c'est que on est quand même très embêté par l'étalement de la stimulation électrique. On stimule un endroit et on se retrouve en fait à avoir des neurones qui s'activent très loin. On manque de spécificité. Alors, pour avoir plus de ces spécificités, là on a la chance d'avoir des collègues, par exemple des biologistes moléculaires, qui ont inventé des choses qui relèvent de la magie, on pourrait dire, puisqu'ils ont inventé des méthodes qui permettent, en transformant légèrement le code génétique d'une souris, mais ça pourrait bientôt être d'un humain, on va dire, hein, puisque ça semble se rapprocher, les thérapies de ce genre-là, on peut faire en sorte que les neurones vont exprimer des canaux, vont changer un petit peu leur membrane pour devenir sensibles à la lumière. C'est-à-dire que quand on envoie de la lumière sur ces neurones, eh ben, ils s'activent. Et avec ces dispositifs, eh ben, on peut être beaucoup plus spécifique parce qu'on peut décider d'activer non pas une zone, mais un certain type de neurones, une certaine famille de neurones qui encodent certains types d'informations. Et donc, je voulais juste évoquer en une seconde ce que nous on fait au laboratoire, puisque c'est exactement la stratégie qu'on a nous pour faire des interfaces cerveau-machine bidirectionnelles. Donc, dans ces interfaces cerveau-machine, on enregistre l'activité de neurones à l'aide d'électrodes qui sont invasives, qui rentrent dans le cerveau de la souris et qui nous permettent d'accéder à l'activité de neurones individuels. Et puis après, on va leur faire, on va utiliser l'activité de ces neurones pour résoudre une tâche. On va dire, voilà, si le neurone s'active, eh ben ça va faire bouger un objet qui va permettre à la souris d'obtenir une récompense, par exemple. Et on va fournir une information à propos de cette tâche, à propos de ce que la souris est en train de faire, de réussir, à l'aide d'une stimulation optogénétique, comme celle dont je viens de vous parler. On va être capable de fournir des informations que la souris, on a pu le montrer récemment dans plusieurs articles, eh bien, est capable de décoder, est capable d'intégrer pour résoudre la tâche. Donc, on est à ce stade de la recherche où on est capable de créer des interfaces cerveau-machine qui sont vraiment en train de communiquer de l'information, de lire de l'information et de donner de l'information qui peut être exploitée par la souris, par potentiellement un humain un peu plus tard, pour résoudre une tâche, ce qui peut être très utile à plein de choses, notamment des applications médicales, bien sûr. Et voilà, et avec ces quelques mots d'introduction sur le lien entre voilà, cerveau et machine, comment il se construit, je passe la parole à Maria qui va nous parler un petit peu plus de l'autre côté de l'interface, du côté des robots. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là aussi? Tout à fait. Donc, Luc a abordé la partie interface. Moi, je vais plutôt me concentrer dans ce deuxième volet. Alors, on aura 4 en tout. Dans ce deuxième volet, sur l'aspect machine. Et en particulier, je voudrais vous expliquer, à travers quelques exemples, pourquoi et comment on peut s'inspirer de la nature pour concevoir des robots. Alors, des robots, oui, mais pourquoi faire? Alors, on reste dans le contexte ici d'application médicale, et donc je pense en premier lieu à des prothèses, à des exosquelettes d'assistance ou de rééducation. Et j'emploie quand même le mot robot parce que ce sont des systèmes qui sont complexes, ils ont beaucoup de moteurs, beaucoup de capteurs. Il faut pouvoir les piloter pour agir malgré tout dans le monde physique qui nous entoure. Donc interagir avec d'autres humains, interagir avec des objets de manière très concrète et très physique, saisir des objets par exemple. Alors le mot robot dans l'absolu peut signifier beaucoup de choses. Il y a un imaginaire collectif et des œuvres de fiction qui lui donnent plein de sens. Parfois il fait peur, parfois il fait rêver. Donc aujourd'hui, je voudrais expliquer en quoi potentiellement ils peuvent aussi nous aider et quels sont les progrès qu'on peut imaginer dans ce sens-là. Alors, des systèmes complexes robotiques, en fait, il y en a déjà beaucoup qui existent et qui nous entourent déjà. On peut penser à ces robots, par exemple, dans les usines ou alors dans les entrepôts. Et si on fait le bilan de ces domaines dans lesquels les robots ont aujourd'hui le plus d'impact, en fait, on va se rendre compte que ce sont des situations avec des environnements dits structurés dans lesquels, en fait, il y a très très peu d'incertains. On ne va pas avoir des interactions inopinées par hasard avec des objets non connus ou alors avec des humains qui ne seraient pas prévus. D'accord ? Donc, dans ces domaines-là, les robots sont évidemment très efficaces parce qu'ils sont rapides, précis et ils sont très adaptés à effectuer des tâches très répétitives et décrites à l'avance. Mais dans des applications, dans un environnement moins structuré, tel que nous le connaissons dans notre vie quotidienne, où les choses ne sont pas nécessairement à leur place, et ben, ce travail dans ce monde moins structuré nécessite une capacité d'adaptation qui va actuellement au-delà de ce que l'on est capable
de réaliser physiquement avec des robots de manière courante. On sait faire des choses, on sait faire des démonstrations, mais de manière totalement courante et intuitive, c'est encore assez loin. Et c'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe de Moravec. C'est du nom du roboticien qui l'a formulé déjà dans les années 90. C'est que ce qui semble facile pour l'être humain est très très difficile pour les robots et l'intelligence artificielle, et réciproquement. Un ordinateur effectue des calculs très sophistiqués, mais pour effectuer une tâche courante, par exemple pour aller chercher un objet, des clés, imaginons dans un panier rempli de courses, c'est une opération qui reste aujourd'hui difficile à généraliser et à faire exécuter par un robot, par exemple. Alors, ce paradoxe, évidemment, il y a une simplification dans cette formulation. C'est la simplicité dont je parle là, elle est apparente parce que le corps humain a bénéficié des millions d'années d'évolution pour vivre dans notre monde. Et durant notre enfance, nous bénéficions aussi de quelques années d'apprentissage pour interagir avec tout ce monde-là. Donc, il y a cet aspect-là d'apprentissage sur lequel on peut rebondir et nuancer un petit peu. En 2025, on peut nuancer l'aspect calcul et l'aspect apprentissage à travers quelques exemples. Alors, d'une part, les capacités de calcul aujourd'hui augmentent drastiquement. Et on sait aujourd'hui planifier des mouvements robotiques complexes sur la base de problèmes mathématiques d'optimisation par le calcul pour des tâches définies. Je vous montre ici. Alors sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit un robot humanoïde, donc qui est un système très complexe, qui passe d'une situation allongée à une situation debout, et puis ensuite qui entame sa marche. D'accord, donc ici, le mouvement vous paraît peut-être pas très naturel. On est en plein ici dans la vallée de l'étrange, parce que le corps du robot est pleinement anthropomorphe, tandis que son mouvement ne l'est pas du tout. Néanmoins, reconnaissant, il exécute efficacement la tâche qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire de se relever et d'avancer. Donc ça, du point de vue du calcul, on sait faire un certain nombre de choses et planifier des mouvements complexes. Également, sur les aspects apprentissage, avec les dernières avancées de l'IA qu'il faut aujourd'hui reconnaître, l'apprentissage dit profond, avec des réseaux de neurones complexes, permet la formulation du problème d'apprentissage moteur sous la forme de la résolution d'un problème mathématique qu'un ordinateur sait résoudre. Donc aujourd'hui, par exemple, des entreprises proposent d'apprendre aux robots par imitation, par entraînement des tâches du quotidien. Et donc planifier des mouvements qui autrement seraient trop complexes à décrire et à programmer. Bon. On peut s'attendre à ce que dans l'avenir, cela facilite grandement le transfert de compétences motrices des humains vers les robots. Mais l'adaptation au monde, on peut se poser la question si elle repose uniquement sur des calculs, sur cette planification, sur la résolution de problèmes d'optimisation. Souvent, nos actions, elles sont peut-être moins optimales, mais fortement adaptables dans un contexte incertain et dans des situations imprévues. C'est ce qui fait notre force. Et cette adaptabilité, elle repose sur un grand nombre de ce qu'on appelle les boucles sensorimotrices, qui lient les informations que l'on perçoit dans notre environnement aux actions que l'on va effectuer. Alors, je vais vous montrer ici une expérience réalisée par les chercheurs dans les années déjà 70-80. On va s'apercevoir de l'importance de ces boucles sensorimotrices. Alors, la tâche étudiée est ici très simple d'apparence. Il s'agit de saisir une allumette parmi un tas d'allumettes et ensuite l'allumer pour arriver au résultat attendu. Donc, on va à gauche la réalisation de cette tâche dans des conditions tout à fait normales. Et on voit que c'est quelque chose qui est facilement exécuté. Dans la deuxième condition que les chercheurs ont étudiée, les extrémités des doigts de la personne qui exécute la tâche ont été localement anesthésiées. De manière très temporaire, la personne garde les capacités motrices, néanmoins elle perd la sensation du toucher juste à cette extrémité-là. On va voir ce que cela implique sur la réalisation de la tâche. La saisie devient plus compliquée, plus incertaine. Le maintien du contact est plus difficile. Alors on voit ici que la personne change un peu de stratégie et change sa prise. Elle utilise maintenant plusieurs doigts, plus de doigts que tout à l'heure. Et à la fin, elle parvient quand même à
l'allumette, n'est-ce pas? Mais au prix d'un temps passé dans la tâche un petit peu plus long. Alors, c'est très marquant et l'interprétation qu'on peut faire de cette expérience sont nombreuses. À première vue, on peut dire, ben, si on perd le sens du toucher, ça veut dire qu'on sera moins performant. Donc ça, c'est une première interprétation. Une deuxième interprétation que je voudrais vous donner ici, c'est que la tâche est quand même exécutée. Donc même si on a perdu cette efficacité liée au sens du toucher et aux boucles liées aux sensations sur notre peau, le contrôle visuel a quand même permis à la personne d'exécuter la tâche. Moins efficacement peut-être, mais en s'adaptant. Il y a donc en permanence de très nombreuses boucles de rétroaction sensorimotrices qui organisent notre comportement et les informations perçues dans l'environnement, elles sont analysées, traitées, les décisions sont prises et traduites en action. Alors, dans le domaine de l'automatique, on a l'habitude de parler de ces boucles de rétroaction et c'est aussi quelque chose qui est très commun pour montrer ces mécanismes de régulation, y compris chez l'humain et chez l'animal. Donc, c'est ce que j'ai dit ici, le corps interagit avec son environnement physique par le biais de ces informations qui circulent et par le biais de ces actions. En réalité, c'est une vue très très simplifiée parce que les boucles sont à différents niveaux. À minima, on pourrait faire cette première distinction, même si peut-être elle n'est pas aussi nette, en parlant de contrôle peut-être plus haut niveau, dans lequel interviennent les organes dits extéroceptifs qui nous permettent de nous situer par rapport à l'environnement, la vision, le contexte de la tâche, tout ce qu'on dit d'autres signaux dans l'environnement. Et au plus près des muscles, on va ce qu'on a appelé dans le terme robotique un contrôle plus bas niveau qui s'applique avec des signaux de proprioception, ceux qui nous permettent de nous ressentir dans notre corps et par exemple les membres les uns par rapport aux autres et produire les commandes motrices. Et cette notion de boucle de rétroaction à différentes échelles, elle est centrale et c'est aussi ce qui lie très fortement les systèmes biologiques et les systèmes artificiels, par exemple comme les robots. Et ce constat n'est pas nouveau. Déjà, en 1948, Norbert Wiener, qui est un célèbre mathématicien américain, dénommait cette jonction en fait, des domaines biologiques et d'ingénierie sous le terme de cybernétique pour montrer l'importance de ces boucles de rétroaction et leur rôle central dans le fonctionnement et dans notre comportement. Alors, comprendre comment ces multiples boucles de rétroaction à très différents niveaux, comment ils agissent chez l'humain et l'animal, peut nous aider à concevoir des lois de contrôle, de commande, plus robustes et plus adaptables pour les robots. Pour compléter aussi tout ce qu'on peut faire par la planification, le calcul de ce que j'ai montré précédemment. En particulier, je voudrais prendre ici l'exemple de certaines structures neuronales appelées Central Pattern Generators, donc des générateurs de rythme, qui ont été beaucoup étudiés chez certains animaux, par exemple l'emproie ou alors chez certains mammifères comme le chat. Ils sont situés au niveau de la moelle épinière, donc relativement bas niveau en jargon robotique, éloignés du cortex, et ces réseaux neuronaux ont la capacité de générer des mouvements rythmiques, comme par exemple la nage ou la locomotion, sous la forme d'oscillations auto-entretenues, résistantes aux perturbations extérieures dans une certaine mesure. Ces mouvements rythmiques peuvent être modulés par l'activité supérieure, centrale, mais qui n'est pas indispensable pour leur production. Et c'est ça qui intéresse les roboticiens, c'est que dans cette capacité à faire émerger des comportements qui ne résultent pas d'une planification antérieure, qui ne résultent pas d'une optimisation explicite avec un modèle du procédé qui serait embarqué, peut s'adapter au monde. Donc ça, ces idées ont été exploitées, et j'ai cité ici 2 exemples, dans des systèmes robotiques bio-inspirés, avec un exemple d'un système robotique d'exploration sous-marine qui reprend la forme d'un poisson, avec ici plusieurs générateurs de rythme au niveau de son squelette, et également dans la locomotion chez des robots humanoïdes, pour générer plusieurs allures de marche, de course éventuellement. Alors, pour donner un exemple, nous avons, en collaboration avec les chercheurs des sciences du mouvement humain, nous avons étudié ces mouvements rythmiques chez l'humain. Donc, par exemple, vous connaissez la tâche de jonglage, qui consiste à faire rebondir une balle sur une raquette de manière à atteindre un niveau fixé, ce qui est représenté schématiquement ici à gauche.
Ces chercheurs en sciences du mouvement humain ont enregistré le comportement des participants. Et je vous montre ici un très très bref extrait d'un tel enregistrement. On voit la raquette se mouvoir d'une allure un peu sinusoïdale ici en bas en bleu, et puis la balle qui réalise entre deux impacts un mouvement balistique en rouge. Et on a une autre cible en noir ici qui change de manière inopinée, qui n'a pas été, dont le participant n'a pas été prévenu, et on constate une réalisation et une adaptation de son mouvement à ces variations. En réalité, on a montré que l'erreur de rebond, par exemple, et la période étaient des indicateurs qui permettaient à l'humain d'ajuster le mouvement de la raquette sans forcément passer par une prédiction de la trajectoire exacte de la balle. Nous avons proposé un modèle basé sur les CPG, et donc c'est ce bouclage qui permet de reproduire de manière robotique ce mouvement avec des performances similaires à l'être humain. Et donc, finalement, cette synchronisation directe avec la tâche, elle permet aussi de réaliser certains patterns de mouvement sans contrôle explicite, sans contrôle direct. Et maintenant, nous allons parler plus de prothèses. Oui, parce qu'une des applications donc, en neurosciences des robots, de tous ces robots qu'on a vus, c'est de concevoir des prothèses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prothèse? Ah oui, alors, je saute un peu du coq à l'âne. Qu'est-ce que c'est qu'une prothèse? Ça peut être quelque chose de très finalement simple, et c'est finalement très ancien aussi, les prothèses. Ça peut être un morceau de bois, finalement, souvent une sculpture qui va redonner à une personne qui a perdu son bras eh bien, une forme d'intégrité physique qui est très importante voilà, pour les relations sociales. Ça peut être certes assez malheureux, mais c'est une réalité. Ça peut être quelque chose de plus ambitieux, parce que, comme je le soulignais à la slide précédente, finalement, un bras, deux bras, même dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est bien plus qu'un simple actuateur pour voilà, attraper un gobelet. C'est quelque chose qui permet de faire des mouvements très fins et en boucle fermée avec un contrôle à très courte latence, etc. Donc c'est finalement un dispositif extrêmement ambitieux, un bras. Et c'est à la fois un capteur qui est la sensibilité d'un œil pratiquement, et quelque chose qui permet d'effectuer des mouvements fins. Pour bien résoudre ces contraintes, il y a des recherches très importantes qui sont faites actuellement pour développer notamment des prothèses, et alors notamment des prothèses robotiques. Alors celle-là, elle date un petit peu, mais c'est finalement celle qui est sans doute une des plus raffinées qui existe actuellement. C'est une prothèse qui a été développée à l'université Johns Hopkins et qui a servi jusque récemment à l'ensemble des études faites aux États-Unis sur les interfaces cerveau-machine. Il y a là 17 articulations qui sont motorisées indépendamment. En tout, il y en a pratiquement une trentaine. Certaines sont purement passives. Cette main, elle est bourrée de capteurs, de toucher, de force, tous les dispositifs qui vont permettre, eh bien après, à un contrôleur, ça peut être un robot, ça peut être un contrôleur robotique, ça peut être un contrôleur humain, on peut l'imaginer, eh bien de prendre en main cet objet pour réaliser des tâches. Et donc notamment, c'est ce qui a été fait relativement récemment dans une étude où ce bras spécifique a été relié à une interface cerveau-machine bidirectionnelle. Donc vous voyez, ce patient-là qui est représenté de façon un petit peu virtuelle, en fait, il faut imaginer un patient tétraplégique qui va dans un laboratoire. On va lui implanter des électrodes comme celles que je vous ai montrées dans la première partie. Ces électrodes, elles vont être implantées dans son cortex moteur. Et donc là, on va lire l'information provenant de neurones du cortex moteur. Et c'est cette information qui va être utilisée pour piloter les mouvements de la prothèse. Et puis, on va implanter dans ce patient d'autres électrodes, cette fois-ci dans le cortex somatosensoriel. Et ces électrodes-là, eh bien, on va les utiliser pour stimuler électriquement le cortex somatosensoriel pour relayer au patient les informations issues de cette prothèse, qui a tous les capteurs qu'il faut pour justement détecter les contacts, par exemple, avec son environnement. Et donc, dans ce papier qui a été très bien publié, qui a été publié dans Science, je crois, eh bien, on montre que quand on fournit au patient ces informations,
d'un seul coup, on passe d'une situation où le patient, comme dans la vidéo que tu as montrée précédemment, le patient, il a du mal à allumer son allumette, c'est vraiment difficile. Mais une fois qu'on active le retour somatosensoriel, alors avec toute la complexité que je vous passe bien sûr, hein, mais d'un seul coup, il va être capable d'allumer cette allumette. Voilà, c'est un objectif qui est en passe d'être atteint, notamment du point de vue robotique. Je pense qu'on peut dire que les prothèses sont relativement mûres. Ce qui manque maintenant, c'est justement le côté, les interfaces elles-mêmes, la biologie résiste un peu plus. Ça, c'est le grand constat qu'on peut faire. Mais justement, la biologie résiste un peu plus. Alors, une alternative, souvent en biologie, quand ça résiste, c'est de faire avec. Et donc, ah oui, alors là, je saute un petit peu, mais je pense que c'est plus intelligent de sauter comme ça. C'est de faire avec et justement de décider d'utiliser le corps pour, comme prothèse, d'utiliser ce corps qui est déficient comme prothèse. Les personnes qui sont tétraplégiques, elles ont un corps, ils fonctionnent encore très bien. Ils ont encore des muscles, ils ont encore un système nerveux qui fonctionne très bien. Par contre, il y a un endroit où la moelle épinière a été sectionnée et c'est cette circulation d'information qui est détruite. Et une, euh, une stratégie qu'on peut faire, qu'on peut avoir, eh bien, c'est de décider d'utiliser ce corps qui fonctionne bien comme un robot en stimulant les muscles, en stimulant l'appareil musculo-squelettique du patient pour lui faire réaliser des mouvements que son cerveau ne peut plus communiquer à son corps. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est Grégoire Courtine, qui est assez pionnier dans ce domaine, qui est un Français qui travaille à l'EPFL en Suisse. Eh ben, il propose une stratégie qui est même désormais qui est implémentée par une entreprise qu'il a fondée, une stratégie qui consiste à implanter dans la moelle épinière un implant, donc une électrode souple qui va pouvoir glisser juste en dessous de la lésion, dans la partie de la moelle épinière qui est encore saine et qui est en dessous de la lésion, et il va stimuler eh bien, les neurones qui sont dans cette moelle épinière. La moelle épinière, c'est comme le cerveau, hein, c'est des neurones, ça fait partie du système nerveux central. Il va stimuler la moelle épinière donc en dessous de la lésion, et cette moelle épinière stimulée, eh ben, elle va envoyer des signaux elle-même à son tour aux muscles des membres inférieurs pour les faire bouger. Et alors la grande difficulté, c'est que si on fait ça de façon un petit peu aléatoire, on peut vite faire des mouvements complètement justement aléatoires des membres inférieurs. On peut d'ailleurs blesser la personne. Mais si on a fait le long travail de fond qu'il a effectué pour identifier des patterns, des structures de stimulation avec cette électrode qui sont bien adaptées, eh bien, il va pouvoir enclencher une séquence de stimulation électrique qui va générer eh bien, une marche assez efficace, suffisamment efficace pour qu'on puisse voir des patients implantés avec ce dispositif qui vont commencer en fait, à avancer avec un déambulateur, hein, qui vont commencer à avancer. Cette stratégie, elle est vue de plus en plus comme assez prometteuse parce que finalement, la plupart des tétraplégiques ont un corps complet qu'on peut exploiter, et notamment pour les membres supérieurs, c'est aussi une stratégie qui commence à avoir beaucoup de sens. Euh, je, je prends là un exemple, mais il y en a plusieurs en fait, d'études comme ça, où on montre que des patients qui sont dotés d'une sorte de petite série de bandages avec des stimulateurs au niveau des muscles. Alors là, ça ressemble furieusement à ce que vous pourriez imaginer chez votre belle-mère, n'est-ce pas, là, sa bande à stimulation électrique pour se remuscler. Et bien, c'est la même chose, mais cette fois-ci appliquée à des patients qui sont complètement bloqués dans leur fauteuil. On va stimuler leurs muscles pour qu'ils puissent, par exemple, voilà, les refermer, etc. Alors, il y a plein de combinaisons de stimulations différentes qui peuvent être appliquées et qui vont amener à des mouvements différents. Charge au contrôleur robotique qui va coordonner toutes ces stimulations de fabriquer à partir de ça eh bien, des mouvements coordonnés qu'il va falloir déclencher. Et là, il va falloir avoir justement un contrôleur robotique de haut niveau qui va décider que là, c'est le moment d'aller venir chercher le gobelet, etc. Mais on va pouvoir le faire avec un bras.
le bras de la personne paralysée, mais à travers cette nouvelle circuiterie qui est implémentée, cette circuiterie électrique extérieure, au lieu de passer par la moelle épinière qui était endommagée. Alors je vais finir cette évocation quand même en parlant 2 secondes de ce que nous on fait au laboratoire, puisque une façon d'étudier cette problématique des prothèses, c'est d'avoir des modèles expérimentaux qui soient un peu plus faciles à creuser, voilà, où on va poser des questions expérimentales un petit peu plus efficacement. Et donc au laboratoire, donc notamment moi-même en collaboration avec Maria, on développe une petite prothèse miniaturisée pour souris. Donc ça, c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas beaucoup été fait. Les gens ont beaucoup travaillé directement chez des patients parce qu'il y a tellement de patients qui ont des besoins urgents que finalement la bonne réponse que la plupart des chercheurs ont, c'est d'aller directement aider certains patients et de leur proposer des dispositifs qui sont adaptés à ces patients. Mais là, on s'est dit que c'était le moment d'essayer de développer des dispositifs de recherche un peu plus fondamentale qui nous permettraient de répondre à des questions de prosthétique. Et donc, on a développé une petite prothèse avec 4 degrés de liberté, donc 4 articulations qui sont contrôlées, qui sont motorisées, et qu'on a connecté à une interface cerveau-machine, toujours chez la souris, et donc interface qui est capable de piloter cette petite prothèse. Et avec ce dispositif, on entraîne des souris à résoudre des tâches simples, comme par exemple aller chercher de l'eau dans un gobelet. Alors là, elle ne va pas soulever le gobelet parce que ça, c'était un peu hors de notre portée, je pense. Mais on s'est contenté de lui demander de mettre la main dedans et d'aller porter l'eau qui est emportée par la prothèse à sa bouche. Et ce dispositif expérimental, eh bien, actuellement, on a pu montrer dans l'Institut, on a pu montrer que les souris étaient capables de l'utiliser pour résoudre des tâches. Donc ça me donne une perspective du type de recherche qu'on peut faire concernant l'interface cerveau-machine actuellement. Je reviens et je passe la parole pour la dernière partie à Maria Makarov. Merci. Alors, dans ce dernier volet, moi, je voudrais examiner un peu comment on peut concevoir maintenant des systèmes robotiques pour aider l'humain. Parce qu'on a beaucoup parlé de ces prothèses. Il existe aussi d'autres systèmes comme les exosquelettes et je voudrais un petit peu examiner ces différentes situations d'interaction. Alors, contrairement au système autonome dont j'ai un peu parlé dans la première partie, il s'agit ici de systèmes directement pilotés par l'humain, voire portés par l'humain, dans lequel nous nous retrouvons embarqués. Et bien que ce soit l'humain qui doivent déclencher dans ces situations le mouvement, les actions, par le biais des interfaces dont va parler Luc, la réalisation même du mouvement diffère selon les cas. Je vais vous parler un petit peu de ces différentes 3 situations. Dans le premier cas où on va parler d'exosquelette d'assistance, il s'agit de suppléer une fonction motrice qui n'existe pas. Donc, par exemple, aider un patient paraplégique à marcher, il s'agit bien de suppléer. Donc le mouvement est réalisé par le système robotique. Dans un deuxième cas d'exosquelette de rééducation, il s'agit surtout d'aider à réapprendre une fonction motrice. Et donc là, je vais détailler plus loin les différentes phases d'interaction par lesquelles on peut passer pour travailler ces approches-là. Et puis enfin, il y a les prothèses qui visent à aider la réalisation de tâches complexes. Et Luc a mentionné tout à l'heure l'exemple d'une prothèse avec 17 articulations motorisées. Donc si l'on devait contrôler 17 moteurs séparément par une action volontaire de notre part, ça pourrait devenir vite très compliqué de plier le petit doigt, de plier chacun des doigts pour réaliser une prise. Donc on va parler un petit peu de ce qu'on appelle aujourd'hui les stratégies de contrôle partagé, dans lequel on exploite les systèmes robotiques à travers ceux qu'ils ont de plus efficaces, à savoir réaliser certains mouvements de manière autonome. Voilà. Donc je vais commencer par parler un petit peu de ce cas extrême qui est l'exosquelette d'assistance à la marche, qui est aujourd'hui exploré par plusieurs startups et entreprises. Ici, je cite un exemple d'un exosquelette de membre inférieur pour des personnes paraplégiques ou alors en situation de handicap moteur. Dans cette situation, l'exosquelette doit obéir certes aux consignes de l'utilisateur qui va lui demander d'avancer, par exemple en initiant le mouvement via une télécommande,
ou alors en inclinant son buste, ou alors encore par la captation de signaux neuronaux. Le robot, dans cette situation, réalise la totalité du mouvement et il garantit la stabilisation du patient, il garantit le fait qu'il avance. Et ça, c'est déjà une très belle avancée parce que ça permet la verticalisation et le mouvement. Pour certains patients, c'est très important. Les exosquelettes, on peut aussi, dans le cas où cette fonction motrice, elle existe chez le patient, mais doit être restaurée, réapprise, on parle d'exosquelettes de rééducation neuromotrice. En réalité, ce sont des systèmes qui visent à aider un thérapeute, donc qui ne sont jamais utilisés tout seuls, mais dans cette situation-là où que l'on cherche à copier ici, où le praticien, le thérapeute, fait faire certains mouvements aux patients pour réapprendre la bonne façon de les faire, avec une assistance, ici, en rouge, ou alors une résistance pour augmenter l'intensité de l'apprentissage, ou encore des actions de correction pour mieux réapprendre la bonne coordination entre les différentes articulations ici du membre supérieur. Donc, si l'on veut apporter une aide dans cette tâche-là, une aide robotique, il faut pouvoir favoriser l'apprentissage et l'engagement aussi du patient, et surtout s'adapter au patient, parce que le patient va évoluer au cours du temps. Entre le démarrage de sa rééducation et la fin, il n'aura pas les mêmes réactions. Donc on peut le représenter un peu à travers toujours cette idée de boucle et de bouclage. On peut en montrer plusieurs ici. Le système robotique, c'est tout ce qui est à gauche. Il a plusieurs fonctions. Puis il y a le patient et le thérapeute qui sont tous les deux dans la boucle. Au sens le plus immédiat, le patient, dans un exosquelette qui lui permet de faire cette rééducation, il ressent soit des forces d'assistance, soit des forces résistantes à son mouvement. Et puis, il y a un certain feedback qui lui est donné sous forme, par exemple, d'affichage sur un écran ou alors en réalité virtuelle. Et puis, le thérapeute, ça lui permet de suivre une certaine mesure de la performance du mouvement et d'adapter les différents modes du robot en ajustant les niveaux d'assistance fournis, par exemple, ou en ajustant les niveaux de résistance. Et puis, au final, ça veut dire que tout le monde se retrouve dans cette boucle d'apprentissage qui varie au cours du temps. C'est un système qui a une visée d'utilisation temporaire dans un objectif thérapeutique. Donc, c'est encore un petit peu différent de ce qu'on peut attendre d'une prothèse. Si on veut maintenant voir comment ce type d'interaction pourrait être généralisé dans les prothèses, eh bien, cette fonction d'assistance, elle est intéressante parce qu'on voudrait bien simplifier au maximum l'usage de ces systèmes et des prothèses robotiques qui sont complexes pour un humain. Ça pourrait favoriser peut-être leur appropriation. Ça pourrait peut-être améliorer le confort d'utilisation. Donc, que peut-on reprendre de l'humain? Que peut-on ajouter du point de vue robotique? Alors, certaines études aujourd'hui se penchent sur le développement de contrôle partagé. Alors, je m'éloigne certes un petit peu ici des prothèses, mais ce sont des dispositifs d'assistance robotique ici, sur cet exemple-là, développé en Allemagne, composé d'un fauteuil roulant motorisé et d'un bras mécatronique aussi motorisé qui permet de manipuler les objets. Et donc, on peut imaginer une assistance de ce système, par exemple, pour ouvrir des portes. C'est une tâche du quotidien pour passer dans des environnements, verser de l'eau qui est réalisée ici. Donc pour cela, il faut que le fauteuil avance et que de concert, la main robotique effectue la tâche qui lui est demandée. Donc ça peut résulter en une séquence d'actions qui peut être assez longue, et si l'humain avait à la contrôler individuellement, ça pourrait vite devenir fatigant. Donc ce qu'ont proposé les chercheurs ici, c'est de décrire certains patterns de tâches, et finalement l'utilisateur initie la tâche et la corrige très peu. Il n'a que très peu d'indications à donner. Et donc il y a une part d'autonomie qui est déléguée ici au système robotique à certains moments de l'exécution de cette tâche-là. Donc si on pousse l'idée un peu plus loin, dans une prothèse, un système robotique est effectivement assez efficace dans sa précision. Peut-être que justement pour réaliser des tâches stéréotypées, de saisir des verres d'eau, de saisir des objets, on pourrait aussi profiter de ces mécanismes un peu plus standards. C'est avec cela que je voudrais terminer ici. Finalement, dans
si on parle de contrôle partagé aujourd'hui, qui pourrait être mis en place et qu'on pourrait imaginer pour les prothèses, finalement, il y aurait probablement un intérêt à lire cette intention motrice avec les interfaces cerveau-machine dont a parlé Luc précédemment, et d'y adjoindre une aide, une assistance à l'exécution de tâches complexes par le biais de contrôle robotique. Tout cela en garantissant la sécurité, le confort d'utilisation et puis les performances. Peut-être avez-vous déjà une intuition de ce type de contrôle partagé si jamais vous conduisez des voitures aujourd'hui, les véhicules automobiles disposent de certaines assistances et d'aides à la conduite qui commencent à ressembler un petit peu à ça. Par exemple, une aide à garder, à rester dans une file sur voie rapide, donc une certaine résistance au changement de voie, ou alors des systèmes de régulation de vitesse ou d'assistance au volant. C'est de manière très imagée quelque chose auquel on pourrait s'attendre dans le futur pour l'utilisation de systèmes robotiques, d'une part complexes, mais qui, connectés à l'humain, peuvent faire beaucoup de choses. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. On finit sur ça, ouais. On vous remercie beaucoup.